Mesdames et messieurs, bonjour. Comment les citoyens de l'intérieur du pays vivent-ils ce moment difficile de la hausse des prix des produits de première nécessité? Une situation conjoncturelle, certes, mais qui n'épargne personne. Si nous avons déjà entendu les plaintes des citoyens, qu'en est-il alors des compatriotes des autres localités et que font les premiers responsables communaux pour accompagner l'exécutif dans ces pistes de solutions pour renverser la tendance? Nous avons choisi aujourd'hui alors la commune d'Ifani pour entendre son maire sur ces sujets d'actualité. Franck Okpeicha fera certes le bilan de sa première année à la tête de cette commune, mais notre entretien aujourd'hui évoquera plus ce que fait cette commune pour soulager les difficultés des administrés. Monsieur Franck Okpeicha, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Alors, comme je le disais, un an déjà que vous avez pris les rênes de la commune d'Ifani, c'était précisément le 9 juin 2020. Une première expérience pour vous, je crois bien. Comment avez-vous vécu ces 12 premiers mois? Très rapidement. Oui. Merci madame la journaliste et merci beaucoup pour m'avoir invité sur votre plateau. Et exactement, ça fait plus d'un an que nous sommes là, installés à Ifani. Bon, les 12 premiers mois sont quand même bien passés, malgré les difficultés qui ne manquent jamais. Mais nous allons essayer de contourner ces difficultés pour quand même essayer quelque chose pour notre communauté. Ifani, je pense que c'est à une soixantaine de kilomètres de Cotonou. Oui, je pense bien. Alors, quel était l'état des lieux à votre arrivée à vous, à la tête de cette commune? Oui. Ifani, d'abord, c'est une commune parmi les 5 communes du département du Plateau. Et elle est située à 66 km de Cotonou. Et effectivement, en juin 2020, quand on prenait les rênes de la commune d'Ifani, la situation ne s'est pas trop reluisante. Et il fallait voir comme problème la démotivation du personnel de la mairie qui n'était pas assez motivé pour travailler. Il faut voir aussi l'insuffisance du personnel qualifié au niveau de la communauté. Donc, nous avons à peine 3 cadres de conception sur près de 50 d'agents. 3 cadres de conception. Donc, en dehors du secrétaire général. Et normalement, il vous faudrait combien? Non, il faudrait un peu plus que ça. Donc, je crois que c'est une situation générale un peu dans toutes les communes du Bénin. On va en parler, ne vous en faites pas, on va en parler. Surtout cette réforme annoncée par le gouvernement. Donc, continuer avec l'état des lieux. Oui, donc il faut voir aussi la lenteur au niveau des prestations de services que la mairie fait pour les citoyens. Les cadres, un manque de bureaux aussi pour le personnel. Les bureaux au moins qui ne sont pas très bien équipés pour les mettre dans de bonnes conditions afin de travailler. Le matériel roulant était insuffisant pour permettre aux collaborateurs de mieux travailler. Donc c'est des situations que nous avons vues. Et la faible informatisation de l'administration, parce que l'outil informatique n'était pas suffisant dans les bureaux. Donc ça pose un problème de traitement rapide des courriers, de traitement rapide du service à donner à la population. Une faible mobilisation des ressources propres de la commune. Donc on comptait beaucoup plus sur l'aide extérieure. Donc c'est des situations que nous avons vues à notre arrivée au niveau de la mairie. D'accord, ça ce sont vos difficultés à vous, à la mairie, on va y revenir, ne vous en faites pas, mais là tout de suite ce qui retient l'attention de tous c'est les difficultés des citoyens en ce moment et vous le savez c'est une situation générale et quand on parle de difficultés, vous savez que tous les Béninois dont vos administrés vivent cette période, comment vont vos administrés là-bas avec cette situation? Oui, c'est une situation générale dans tout le pays.
Vous avez su bien de l'énumérer. C'est une situation que nous vivons malheureusement en cette période. Mais la commune d'Ifani, les citoyens de la commune d'Ifani ne vivent pas ça exactement que ceux de Cotonou. C'est un pays d'agriculteurs. Absolument, parce que en dehors des activités commerciales, beaucoup plus tournées vers l'informel, nous faisons aussi de l'agriculture. Mais aussi qu'il faut remarquer que les paysans se tournent vers les produits de rente aujourd'hui que les produits février. Et je crois que ça fait partie des causes de ce que nous vivons. Mais nous, on essaie, au niveau de la commune, puisqu'il y a des petits producteurs quand même qui essaient de mettre à disposition leurs ressources agricoles dans les marchés. Il est vrai que les prix ont haussé, ont pris un peu plus de valeur aujourd'hui, mais quand même il y a un peu plus d'accessibilité à ces produits. Et au niveau de la commune, nous essayons de sensibiliser les producteurs, d'éviter de faire passer les produits par les frontières. Vous savez que la commune d'Ifani est une commune frontalière avec le Nigeria, qui est un géant, avec plus de 250 millions d'habitants. Donc eux, ils sont à l'assaut de tous les produits pour que la population puisse mieux vivre là-bas. Donc nous essayons de sensibiliser les forces de l'ordre pour que ces produits ne puissent plus traverser les frontières. Il y a eu un magasin de stockage de maïs, une capacité de 1000 tonnes, conçu avec l'appui de l'ACMA dans notre commune, qui permet de stocker le maïs et de faire des ventes coupées au niveau de la commune. Donc ça permet d'éviter des fuites de produits qui vont traverser les frontières. Donc on les sensibilise pour dire, permettons d'abord nous-mêmes là, de nous subvenir d'abord avant d'envoyer vers l'extérieur. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement au niveau de la commune. Et c'est ça qui nous permet de ne pas exactement ressentir ça comme ceux qui sont dans les villes. Puisque nous sommes une commune agricole après tout. Mais aussi la rareté des pluies, surtout pour cette saison, nous crée des soucis. Les aléas climatiques aujourd'hui, où les maïs sont jaunes déjà dans les champs, et les pluies ne sont pas vite arrivées comme prévu. Donc les gens ont semé, croyant que ça allait venir, mais c'est des difficultés aujourd'hui que nous avons pour la population. Donc c'est ça qui nous inquiète, nous dire est-ce que les jours à venir, la situation ne serait pas plus catastrophique que celle que nous vivons actuellement. Donc c'est ça au niveau de la commune d'Ifani actuellement. Mais vous l'évoquiez justement, on sait qu'avec votre proximité avec le Nigeria, on connaît cette situation, hein, c'est pas propre à votre commune, mais c'est plus ou moins général où des étrangers viennent payer à l'avance la récolte et quand la récolte vient, ils viennent juste ramasser leurs produits. Mais avec cette mesure du gouvernement qui interdit justement les exportations de ces produits-là, comment vous gérez? Est-ce que d'abord la pratique a toujours cours dans votre commune à vous? Non, cette pratique n'est plus d'actualité. Là, on n'a que votre parole, monsieur le maire. Non, je vous dis la réalité du terrain, parce qu'aujourd'hui, pourquoi ça ne l'a plus court? Parce que les paysans, les producteurs sont tournés vers beaucoup de produits que les produits vivriers, comme le maïs, le manioc. La tendance est beaucoup plus vers le palmier à huile. Et ça, c'est une culture pérenne qui fait environ 30 ans. Donc, les paysans aujourd'hui, c'est beaucoup plus les Béninois qui paient les parcelles là et qui s'attendent à l'agriculture. Donc, il n'y a plus possibilité pour ces Nigérians de venir payer comme avant. Avant, c'était des terres nigérianes? Pas du tout. Ce n'est pas des terres nigérianes, mais c'est des... Il y avait cette possibilité parce que quand les paysans n'ont pas accès aux ressources financières pour pouvoir faire l'agriculture. Donc, emblaver une grande superficie, c'est beaucoup d'argent. Il faut de l'argent. Alors que c'est une difficulté de l'agriculture béninoise. L'accès difficile
au crédit, aux ressources financières pour pouvoir faire l'agriculture. C'est ça qui amenait les paysans à se tourner vers des gens un peu plus gentils et souvent qui viennent du Nigeria avec beaucoup d'argent. Mais les Nigériens n'investissent plus beaucoup dans ça parce qu'eux-mêmes font beaucoup plus d'agriculture de l'autre côté aujourd'hui. Donc cette situation ne se produit plus à Ifani. On a plus, je vous dis la vérité, c'est pas parce que vivant la situation au niveau de la commune aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et avec même les aléas climatiques, ça ne sécurise pas. Quand vous mettez de l'argent et que vous n'avez pas les produits à la fin. Parce que l'État aujourd'hui est en train de jouer son rôle. Il y a beaucoup de partenaires, beaucoup d'institutions de microfinance qui appuient les agriculteurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de groupements qui travaillent aujourd'hui. Donc ça fait que ils essaient d'avoir un peu de ressources pour faire la saison. Donc ça empêche d'aller vers des tierces personnes pour aller prendre de l'argent et attendre et remettre les cultures à la récolte. Donc cette pratique ne court plus dans les familles actuellement. C'est du passé. D'accord. Vous avez parlé de sensibilisation. Elles sont faites de quoi vos séances de sensibilisation? Sinon, au niveau de la communauté agricole, il y a plusieurs structures. Il y a l'Union communale des producteurs, qui est une structure organisée. Et toutes les filières se retrouvent au niveau de cette organisation. Et nous passons par les responsables pour sensibiliser. Parce qu'il faut une autosuffisance alimentaire. Si nous-mêmes, on n'avait pas à se nourrir et vous voulez envoyer des ressources vers d'autres personnes, c'est des difficultés pour nous. Donc, conscient de ça, bien avant, avec la construction du magasin de stock, qui a une capacité de 1000 tonnes, et qu'on n'arrive même pas à pouvoir satisfaire la demande, parce qu'on n'avait pas rempli les 1000 tonnes. Donc, on se dit, en mettant... Parce que toujours à cause des pluies ou bien... oui, il y a les aléas climatiques. Il y a aussi la tendance, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, des gens à aller vers des cultures de rente. Comme le palmier à huile, ou ce qui concerne le cas des familles. Et ça fait que il y a réduction de la production de manioc, de la production de maïs. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles le magasin n'arrive pas à se faire remplir. Mais ça ne se fait pas remplir. On a organisé des petits groupes de producteurs qu'on a pu avec la TDA et qu'on sensibilise avec d'autres ONG pour qu'on puisse faire des ventes groupées. Et en faisant des ventes groupées, le conseil a pris la décision de moins tasser ceux-là. C'est PAEA qui font des ventes groupées. Quel conseil? Le conseil communal? Le conseil communal. D'accord. Parce que nous prenons des tasses de développement local sur la vente de des produits. Donc, on s'est dit qu'il faut faire une différence entre les tasses, ceux qui sont dans la vente groupée et ceux qui ne se sont pas inscrits. Donc, ça permet ici de protéger le producteur, ça permet de les maîtriser un peu plus que ceux qui ne sont pas dans cette chaîne. Donc, eux, ils arrivent à nous échapper, mais ici, on les sensibilise pour que nous puissions alimenter les marchés locaux. Ça ne fait pas un mois. Nous avons essayé de transférer vers le site du nouveau marché, les vendeurs, les marchands. Je rappelle que depuis les années 2003-2004, le conseil communal d'alors, la première mandature, avait construit des magasins sur le site du marché d'Ifani, qui fait environ 15 hectares. Alors que l'autre marché est assez enclavé. Et ça fait que les producteurs, les vendeurs n'arrivent pas à avoir assez de place. Avec le conseil communal, par l'approbation du préfet, nous avons effectué le transfert de ce marché. Et le marché se trouve à proximité du magasin de stockage du maïs et de l'huile rouge. Donc, ça fait que aujourd'hui, le marché s'est rapproché beaucoup plus des producteurs.
Parce que ce marché était beaucoup plus au centre-ville, mais avec la démographie aujourd'hui, ce marché ne peut plus fonctionner. Donc nous avons transféré ça vers là-bas et ça fait une facilité pour les producteurs parce qu'ils ont beaucoup plus d'espace aujourd'hui pour pouvoir vendre. Donc et ce marché, c'est beaucoup plus des producteurs qui se sont installés. Les producteurs de produits agricoles, le maïs, le gari, l'huile rouge, donc les légumes. Donc c'est eux, le bétail, c'est eux qui sont allés vers ce marché. Donc on a sensibilisé pour que les produits stockés dans notre magasin de stockage là puissent être vendus dans ce marché. Et nous sommes en train d'aller vers la vente dans le magasin pour faciliter l'accès aux marchands, pour faciliter la sécurisation de ces produits. Donc c'est des mesures que nous sommes en train de prendre pour que ces produits ne nous échappent plus. Parce que les produits sont stockés non loin du marché. Donc ils pourront venir vendre au niveau du nouveau marché. Donc voilà, et avec les organisations de la société civile qui sont dans la zone, nous essayons de sensibiliser, d'abord comptons sur nous-mêmes d'abord. Ce que nous produisons, consommons ça d'abord, avant d'envoyer ça vers la population d'ailleurs, bon, qui sont beaucoup plus des gens du Nigeria. Mais aussi on remarque qu'il y a beaucoup qui viennent aussi de l'intérieur du pays pour venir acheter des produits là, de Porto-Novo, de Sakété, pour venir, même de Cotonou, pour venir acheter des produits sur ce marché-là. Et comment réagissent justement ces cultivateurs, ces agriculteurs à tout ce que vous leur dites dans ces séances de sensibilisation? Est-ce qu'ils sont favorables à ce que vous dites? Ils sont favorables. Bon, c'est ce qui pose un peu de problème, c'est peut-être la demande de l'offre et la demande. Et c'est le problème aussi de prix. Parce que ces Nigériens, quand ils cherchent, ils sont prêts à acheter à n'importe quel prix. Justement, donc face à l'argent, frère, l'espèce sonnette, comme on aime à le dire, c'est difficile de ne pas faire pencher. Absolument. Donc c'est là la difficulté, la réticence de certains producteurs. C'est ce qu'on nous demande pour être plus patriotes, c'est ce que l'État nous demande. Pensez d'abord à nous qui sommes à l'intérieur avant. Absolument. Et c'est d'ailleurs ça, c'est à cause de cette situation qu'avec les forces de l'ordre, et nous avons sensibilisé les forces de l'ordre pour qu'au niveau des frontières, que ces produits n'arrivent plus à passer. Donc aujourd'hui, les produits ne passent plus correctement parce que les forces de l'ordre sont assez sensibilisées pour empêcher ces produits de traverser la frontière. Donc c'est ça, donc c'est la mesure de répression là qui nous permet aujourd'hui de maîtriser un peu la situation. Sinon ça passait régulièrement, c'est ça? Oui, sinon ça passait régulièrement avant cette mesure, mais depuis que le gouvernement que je remercie qui a opté pour cette sensibilisation et pour dire à tous les responsables, à toutes les autorités locales de veiller à ce que ces produits ne passent plus malgré la perméabilité de nos frontières. Donc nous avons essayé de sensibiliser tous les élus locaux, les chefs de village, surtout des villages qui font frontière avec le Nigeria, de dénoncer des cas de transfert des produits vers le Nigeria. Donc depuis quelques jours, je crois quand même que la situation est saine. Le kilo du maïs là-bas est à combien? Nous l'achetons ici à 300 francs, 250, 300 francs par endroit. Chez vous, comme vous avez dit que les impacts ne sont pas les mêmes puisque vous cultivez justement. Là-bas, vous le laissez à combien? Non, c'est moins que, c'est autour de 200 chez nous. Ah oui, c'est la situation actuelle. Parce que à cause de cette situation aussi, les gens évitent de venir vendre ça ici. Parce que actuellement, nous attendons normalement le nouveau maïs. Et ce que les gens vivent. Donc il y a encore des cultures qui sont dans les champs. Oui. C'est la période des cultures. Le mois de la masse. La période de la grande saison des pluies. Donc c'est à partir du mois d'août que là-bas on commence à récolter. Et c'est la petite saison sèche. Qui précède une autre saison qui commence en septembre. Oui. Donc cette saison, c'est la grande saison qui est favorable beaucoup plus à la culture du maïs. Et donc si la situation se passe direct comme ça, les gens sont réticents, ils essaient de voir est-ce qu'il ne faut pas garder un peu le stock
pour voir la période de soudure qui va venir tout à l'heure. Donc c'est ça. C'est ça qui... Nous sommes dans la période de soudure actuellement. Donc c'est ça qui... C'est souvent ça, périodiquement. Mais cette année, c'est plus... Vu qu'on a des difficultés, pourquoi ne pas céder en même temps au lieu de garder? Mais le producteur, il est à la recherche du gain. Hein. Et ça ne dépend pas surtout des producteurs, ça dépend beaucoup plus des commerçants qui sont à la recherche sans fin de gain. Est-ce que vos sensibilisations, justement, ne doivent pas aller dans ce sens-là? En fait, c'est ça ce que je vous demande en réalité. Oui, ça prend en compte. Ne pas garder, espérer que ça prenne encore plus de prix, c'est-à-dire que les prix augmentent. Céder si le maïs est bon, faites la culture, la récolte et puis céder ça sur le marché pour qu'on puisse respirer ça. Cela, il participe justement à accompagner l'exécutif dans sa mesure pour juguler cette difficulté-là. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais le commerçant est toujours dans la recherche effrénée de gains. Parce que, comme vous l'avez bien souligné tout à l'heure, que ce n'est pas toujours resté au niveau des producteurs. Parce que quand vous produisez... Les producteurs le cèdent, c'est les commerçants qui retiennent ça. C'est ça beaucoup plus la situation. Sinon, mais le producteur qui, depuis 3 mois, espérait, quand vous faites la culture du maïs, c'est 2 mois et demi, 3 mois. Quand vous avez pris des crédits à la CELCAM ou dans d'autres structures de microfinance, il faut quand même respecter les engagements. Donc les producteurs essaient de céder aux... Et vous les associez à vos séances? Absolument, absolument. Tous ceux qui sont dans la chaîne de session là sont associés, des responsables des producteurs, des commerçants, tous ceux-là sont associés à la sensibilisation. Parce que c'est beaucoup plus les commerçants qui achètent et qui envoient ça de l'autre côté. Donc c'est eux c'est beaucoup plus la cible. Et il y a aussi de grands producteurs qui arrivent à conserver. Donc c'est ceux-là qu'il faut quand même sensibiliser pour que les produits ne soient pas cédés. Parce qu'en les cédant, les produits deviennent rares. Et quand c'est rare, ça va prendre du coup. Quand vous n'avez plus de produits sur le marché, nécessairement ça prend du coup. Et c'est ça qui cause. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et parce que les aléas climatiques sont là. Et ça pose un problème. Ça a vraiment pesé dans la balance. Oui, ce que vous dites. on se dit c'est la saison prochaine risque d'être une saison plus difficile. Parce que le maïs aujourd'hui, dans les champs, il n'y a pas grand espoir. Mais il pleut actuellement à Cotonou. Je ne sais pas l'état là-bas, dans vos villages. Oui, dans les villages aussi. Il y a vos communes, je préfère le dire comme ça, mais il pleut ici à Cotonou. Il pleut, oui. Les pluies étaient attendues un peu plus tôt. Donc elles sont arrivées plus tard. Plus tard, c'est ça. Et ça, le problème. Et c'est dû à beaucoup de phénomènes que nous ne pouvons peut-être pas énoncer ici. Donc, les pluies étaient plus attendues depuis mars, avril, mais elles sont rares. Et ceux qui ont pu vite planter, les produits ne sont pas bons. Donc, ça fait qu'on se dit, en août, ce sera plus chaud. Parce que le rendement sera très faible. On n'aura pas assez de maïs, par exemple, à récolter en août. Mais les producteurs souvent ont des stratégies pour, par exemple, conserver l'eau, la maîtrise de l'eau. Vous ne pensez pas à cette stratégie-là dans votre commune? Non. Ou bien il faut forcément l'appui de l'État pour y arriver? Aujourd'hui, notre agriculture a plusieurs problèmes, dont la maîtrise de l'eau. Aujourd'hui, même au Bénin en général, nous ne maîtrisons pas encore l'eau pour notre agriculture. Donc, c'est difficile. Il y a des idées qui vont dans ce sens justement pour atteindre cet objectif. Voilà, donc aujourd'hui, c'est difficile de parler de la maîtrise d'eau pour les petits cultivateurs que nous avons dans nos communes. Donc, c'est peut-être l'État qui va voir comment nous pouvons aller dans ce sens. Mais c'est un problème général, mondial, s'il faut dire. Les effets des changements climatiques, c'est ça que nous avons. Oui. Les pluies même qui sont venues sont accompagnées de vent et qui créent aussi beaucoup plus de sinistres. On est dans nos communautés. Ça arrache les toits des populations, des populations. Donc la chaleur est aujourd'hui ardente dans nos communautés. Donc tout ça là, c'est les effets du changement climatique. Et quand vous ne maîtrisez pas ça, c'est difficile pour que les récoltes soient bonnes. Donc, ça fait partie des causes de la cherté des denrées de première nécessité que nous avons aujourd'hui
dans le pays. Absolument. Vous avez parlé d'un magasin de 1000 tonnes. 1000 tonnes. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de l'élargir? Les cultivateurs s'orientent certes vers d'autres produits de rente, avez-vous dit. Oui. Mais si vos sensibilisations allaient également dans ce sens-là, où les cultivateurs vont prioriser la culture de ces céréales-là. Oui. Les études ont montré au niveau de la TDA que la première culture aujourd'hui dans la commune d'Ifani, c'est le palmier à huile. Ce n'est qu'après ça que vient le maïs, par exemple. Et le maïs est moins rentable que les palmiers à huile. Donc ça fait que beaucoup s'adonnent au palmier à huile. Et les gens, dès les premières années de la plantation du palmier à huile, essaient de mettre un peu de maïs, un peu de manioc, afin de pouvoir avoir quelques ressources vivrières pour la consommation locale, pour la vente dans les marchés locaux. Donc les études ont montré que le maïs dans notre zone disparaît, on va dire. Oui, le manioc aussi pareil. Donc la tendance est à aller vers. Ce que nous on fait aujourd'hui, c'est de sensibiliser nos communes frontalières, par exemple la commune de Sakété, pour que nous puissions ensemble mettre nos produits ensemble pour que le magasin soit quand même puisse atteindre la taille que nous avons prévue à la construction. Donc il y a baisse de production du manioc, du maïs dans notre commune. C'est un choix communal, un choix de vos cultures, de vos agriculteurs, c'est cela? Non, c'est pas un choix. C'est la terre qui est ainsi faite? Exactement. Et les études scientifiques au niveau de Capéton, de la TDA, a montré que dans ces zones, dans les zones comme Ifani, ce qui marche plus, c'est le palmier à huile. Et les gens ont compris, ça fait que tout le monde se rue vers la production du palmier à huile. Et à un niveau donné, le palmier à huile, à partir de 3 ans, 4 ans, ne peut plus mettre du maïs à côté. Donc ça fait que avec cette situation, avec cette tendance, il y a quand même baisse de cette production des cultures ouvrières. Donc nous sommes toujours en train de sensibiliser la population pour dire, même si vous mettez du palmier à huile, on va manger. Il faut quand même que les gens puissent subvenir à leurs besoins alimentaires. Et même s'il faut transformer le palmier à huile en sauce graine, il faut en accompagner. Absolument. Et c'est ça qu'on dit, mais on dit, mais quand vous mettez quand tout le monde va vers ces cultures de rente, nous allons manger quoi? C'est un paradoxe de voir même le cultivateur qui manque du maïs. C'est vraiment un paradoxe. C'est un paradoxe. Donc la sensibilisation va vraiment dans ce sens. Faites un effort pour mettre aussi en place une partie pour la culture des produits févriers, afin quand même d'assurer une autosuffisance alimentaire. Parce qu'il ne sert à rien de dire que nous sommes une commune agricole, mais qu'on n'arrive pas à s'autosuffire du point de vue alimentaire, qu'on arrive même à importer des produits de première nécessité des autres pays, bien des autres communes. C'est pas quand même, c'est pas bien. Donc l'autosuffisance doit se cultiver déjà dans nos villages. Pourquoi nous on puisse respirer ici? Ici, parce que quand ça marche ici, quand ça marche chez nous, c'est clair que dans les villes, les gens vont s'en sortir un peu plus mieux. Donc, vous mettez tout sur vos sensibilisations, nous allons descendre dans votre commune pour constater effectivement si ces sensibilisations ont lieu, monsieur le maire. Puisque là, on n'a pas de preuves, vous avez dit. C'est un plaisir pour moi que vous venez constater vous-même, parce que nous sommes toujours avec les producteurs pour échanger, pour voir les difficultés régulièrement, pour voir. Chaque trimestre, nous avons un cas de concertation avec les producteurs, combien des producteurs, et les productions de chaque filière. On échange pour voir quelles sont les difficultés qu'ils ont dans l'accomplissement de leurs tâches. Et ensemble, nous voyons ce que nous pouvons apporter comme solution. Un problème, par exemple, c'est la faible mécanisation de l'agriculture aussi, qui pose ces problèmes. En dehors des aléas climatiques, il y a la faible mécanisation de l'agriculture. Il y a, par exemple, l'accès difficile des jeunes à la terre. Et pourquoi cet accès il est difficile? Mais parce que ceux qui achètent des terres, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Mais ceux qui ont l'argent aussi ont des jeunes. C'est pas évident. La réalité est celle-ci. Beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'opérateurs économiques viennent s'acheter de grands domaines là-bas et abandonnent. Ne font pas l'agriculture.
les parents de ces jeunes ont déjà vendu tous les terres. Ah, mais voilà encore un travail que vous devez plutôt faire, monsieur le maire. Là, on entre déjà dans ce que vous avez fait dans les 12 derniers mois. Voilà un travail que vous devez faire, sensibiliser. Je suis d'accord. Mais là, face à cette réalité, qu'est-ce que nous pouvons dire à la population? Je suis d'accord que, vous allez vous les gens viennent prendre des... avec, Parce qu'on a fait maintenant de lobby pour un projet pour accompagner les jeunes qui veulent faire l'agriculture. Mais ce qui limitait beaucoup de jeunes, c'était d'avoir les documents du titre, les documents fonciers du domaine. C'est un problème. Parce que ceux qui ont le domaine là-bas, c'est les gens qui ne font pas l'agriculture. C'est les gens qui ne s'adonnent pas à l'agriculture. C'est ça qui fait que beaucoup de jeunes se voient dans les villes pour faire des travaux comme conducteur de taxi, moto, qui fait des petits travaux. Les bras valides, c'est ce que vous êtes les bras valides sont à Cotonou pratiquement. À Cotonou, ce que vous énumérez là, et ont laissé les champs. C'est ça. Puisqu'ils n'ont pas assez, ils n'ont plus assez à la terre. Ceux qui veulent, les rares jeunes qui veulent aller à l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est pas aussi facile. Au Bénin, on n'a pas la mécanisation. Donc, c'est des moyens rudimentaires que les gens utilisent toujours là-haut. Comme j'ai connu, c'est ça qui est toujours d'actualité. On utilise, donc c'est pas facile. Et quand vous produisez, il faut attendre un certain nombre d'années ou un certain nombre de mois pour pouvoir quand même récolter. Et c'est pas exactement, c'est pas évident que vous puissiez avoir un bénéfice si vous ne faites pas attention. C'est vrai que la terre elle est difficile, on le sait tous, voilà. Mais bon, il faut bien des agriculteurs pour qu'on puisse... Oui, on est en train de conscientiser certains jeunes à aller vers, il y a le projet Padam qui voulait accompagner des jeunes qui veulent aller à l'agriculture. Et beaucoup sont manifestés pour aller. Mais il y a eu ça. Nous, on a dû négocier avec certains propriétaires de terre pour leur dire de permettre à ces jeunes de pouvoir avoir accès à ces domaines pour pouvoir travailler afin d'aller vraiment à l'agriculture. Parce que la tendance est contraire aujourd'hui. Alors que tous les pays qui sont développés sont partis de l'agriculture. Il n'y a aucun pays qui s'est développé au monde qui n'ait pas priorisé l'agriculture. C'est pourquoi je félicite tout le gouvernement pour ce qu'ils font dans l'agriculture aujourd'hui. Parce que si nous devons nous écarter de l'agriculture, le développement que nous voulons, ce n'est pas évident. D'accord. Monsieur le maire, comme je le disais, cela fait 1 an déjà que vous êtes là. 12 mois, c'est pas beaucoup certes, mais c'est pas peu non plus. Qu'est-ce que vous avez pu faire donc pour vous administrer pendant ces 12 mois, au vu de l'état des lieux que vous avez présenté et ce qui est actuellement depuis votre arrivée? Merci madame la journaliste. Et effectivement, partant de l'état des lieux, nous nous sommes dit la première chose à faire, c'est d'améliorer les prestations de la mairie. C'est de mieux considérer les usagers. Que nous, on s'est dit, dans notre commune, ce n'est pas des usagers, ils ne sont pas des usagers, c'est des clients. Parce que c'est les prestations que nous donnons qui permettent à la mairie de vivre. Absolument. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut améliorer la prestation. Je vous donne un exemple. Au niveau de l'état civil, nous délivrons des actes de naissance, nous faisons des légalisations. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on essaie d'améliorer les prestations à ce niveau. Où nous sommes passés par exemple de 2 jours à 5 minutes. Ça dit quoi? Vous déposez votre document pour une légalisation. En temps, c'était, on pourrait vous dire, 2 ou 3 jours après. Mais aujourd'hui, nous sommes allés à faire cette prestation en 5 minutes. Donc, si vous venez aujourd'hui à la mairie, il y a d'abord un service d'accueil qui vous accueille, qui vous oriente vers le service que vous désirez. Beaucoup venaient et se perdaient. Et dans cette déperdition, ils rencontrent des compétents, des personnes mal intentionnées qui essaient de les gruger, si pour le dire.
Et c'était ça qui faisait qui favorisait le rançonnement. Donc aujourd'hui, nous avons un service d'accueil. Quand vous rentrez, c'est le service qui vous oriente, le service qui vous intéresse. Et à chaque niveau, surtout au niveau des services de la population, au niveau de l'État civil et du service affaires domaniales, c'est les services qui sont mieux fréquentés par la population. Nous sommes dit, notre population doit être considérée comme un client. Et quand il vient, vous devez rapidement le servir pour qu'il ait de bonnes impressions sur nous. Et c'est ça qui nous a permis, par exemple, avec l'appui de la NCB, de faire une évaluation citoyenne sur deux services, le service de la mobilisation des ressources et le service affaires domaniales. Nous avons fait un questionnaire et que les enquêtés sont allés dans la population pour qu'on puisse évaluer. Je crois que c'est le vendredi prochain. Nous allons faire le point de ce que la population a dit sur nos prestations afin que nous améliorons ça. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on parte sur une approche participative où la population est impliquée à tout ce que nous faisons. D'accord. Donc, aujourd'hui, au niveau des prestations, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à nous reprocher. Nous sommes dit, on se base là et nous ouvrons la mairie à toute la population pour pouvoir dire, à travers les redditions de comptes à la population, le mercredi prochain, nous devons faire une reddition de comptes thématique sur le secteur de l'eau et de l'assainissement de base. Il y a 2 mois, nous avons fait sur l'état civil. Ça nous a permis de présenter l'état des lieux que nous avons vu à la population, de présenter ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous pensons faire pour l'avenir afin d'améliorer ce service. Parce que beaucoup faisaient par exemple déposer des cartes d'identité qui faisaient 3 mois. Mais aujourd'hui, c'est le délai réglementaire de 2 semaines qui est. Et si vous ne le faites pas, on a mis un service de plainte, de gestion des plaintes en place pour que la population puisse se plaindre de ce qui ne va pas au niveau de la commune. D'accord. Vous avez parlé de mobilisation des ressources. Monsieur Okweïtcha, depuis que vous êtes arrivé, vous, Franck Okweïtcha, à la tête de cette commune-là, quelles ressources vous avez pu mobiliser, le plus que vous avez apporté à cette commune-là, pour qu'elle puisse souffler un peu? Parce que certainement, vous avez des difficultés et les plaintes des citoyens doivent être, je pense, les problèmes de route, d'accès aux infrastructures communautaires, etc. Quel est ce lobbying que vous avez pu faire au niveau des partenaires financiers peut-être, pour apporter ce plus à la commune-là, en dehors de ce que l'État fait pour vous accompagner? Oui, merci Madame la journaliste. À ce niveau, nous, on s'est donné comme objectif d'abord assainir nos services. Parce que si vous n'êtes pas crédible, quel partenaire vient avec vous? Il faut quand même que vous soyez crédible avant que les partenaires ne vous prennent au sérieux. Je vous ai dit, nous sommes venus voir un personnel très démotivé. Et quelle était la raison de cet état des lieux? La démotivation. Il y a plusieurs raisons. Quand la mobilisation n'est pas au top, les avantages que le personnel a besoin, on n'arrive pas à satisfaire. La mobilisation pose problème. C'est en réalité le défi de toutes les communes aujourd'hui. Et il faut une échappe à ça. Mais si un maire vient, il doit pouvoir être dynamique justement dans ce sens. Sinon, à quoi il sert s'il ne peut pas sortir, aller chercher des ressources pour sa commune? Non, je suis d'accord qu'on doit aller chercher des ressources pour sa commune. Mais il faut qu'on parte d'abord de nos ressources propres. Qu'on améliore notre... Mais si vous allez chercher des ressources et que vous n'avez pas un bon personnel, un personnel qui est capable de pouvoir consommer ces ressources, ça ne sert à rien. Donc c'est pourquoi on s'est dit, en un an, il faut qu'on puisse faire un effort pour assainir tous les services, tous les secteurs, afin que quand l'argent vienne, on puisse pouvoir mieux utiliser les ressources que les partenaires donnent. Il y a les partenaires qui nous donnent l'argent. Le FADEC, par exemple, c'est des partenaires, c'est un fonds où tous les partenaires se mettent dedans pour nous affecter des fonds et qui viennent chaque année évaluer, voir comment nous consommons ça. Et les recommandations de ces partenaires, c'est ça que nous utilisons pour qu'aujourd'hui on puisse mettre en place. Par exemple, je vous donne un exemple, on n'avait pas un service qui se charge du matériel.
c'était caché sous une division. Ça fait que notre matériel n'était pas bien géré. Nous avons mis en place aujourd'hui un chef service matériel qui s'occupe de tout le matériel de la commune. On avait du matériel mais qui n'était pas maîtrisé. Donc ça là par exemple, c'est une recommandation des partenaires. Et on se dit, mais c'est quand nous sommes crédibles qu'on peut aller vers d'autres partenaires en dehors du FADEC pour pouvoir avoir de l'argent. Et nous sommes en train de mettre des démarches. Mais d'abord, c'est la mobilisation des ressources propres. Vous ne mobilisez pas 500 millions et vous voulez aller vers les gens pour vous donner 2 milliards. Ça ne marche pas. Donc, c'est pourquoi on s'est dit, nous devons travailler d'abord sur le personnel, sur l'interne, sur notre mobilisation à l'interne. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Il y a par exemple le guichet unique qui est devenu fonctionnel depuis que nous sommes là, qui permet de sécuriser les ressources. Ça, je pense que c'est une injonction de la NCB, de l'association à laquelle vous appartenez. Mais ce n'est pas dans toutes les communes. Notre commune a pu bénéficier de l'appui de la NCB par rapport à ça. C'est un changement d'habitude, c'est un changement de mentalité, un changement de comportement de la population. Vous ne croyez pas que ça doit aller de manière simple. En ce temps, les ressources se passaient dans les mains des agents. Et quand les ressources publiques doivent passer dans les mains ou doivent pas aller dans une caisse, vous voyez le risque que ça comporte. Donc ça fait que aujourd'hui, le fonctionnement effectif du guichet unique permet de sécuriser les ressources que nous avons. Nous avons des agents collecteurs qui prennent de l'argent dans les marchés, sur les routes, au niveau des boutiques. Nous avons des boutiques que nous avons louées à des commerçants, à des marchands. Nous avons signé un contrat d'objectif avec eux pour pouvoir mobiliser les ressources. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons mis une brigade de recouvrement qui passe pour vérifier les agents collecteurs. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les ressources sont en train de s'améliorer au niveau de la commune. Et nous sommes en train de sécuriser ces ressources que nous avons. Donc, quand nous faisons tout ça, maintenant, nous pouvons aller vers des gens pour les dire, venez nous aider. Mais si vous allez vers des gens qui viennent et que vos cadres ne sont pas compétitifs, je crois que ça ne sert à rien de courir vers des partenaires. Bon, heureusement, aujourd'hui, vous avez une bonne base. Franck Okpeitia, vous avez une bonne base dans la commune d'Ifani. Vous êtes crédible, c'est ce que vous êtes en train de défendre. Vous êtes plus ou moins crédible aujourd'hui. Cela étant, quelle est la suite alors pour aller négocier les partenariats? Parce que c'est cela qui va permettre justement à votre commune de se développer. Absolument. Ça a déjà commencé. Parce que quand nous sommes venus, nous avons pris contact avec quelques ministère, avec quelques ambassades, par exemple l'ambassade des Pays-Bas au Bénin, l'ambassade de la Chine, avec qui nous sommes en train de négocier pour voir si nous pouvons avoir un jumelage avec des villes chinoises. Et c'est en train d'aller vers, ça pousse déjà. Parce que nous sommes en train de dire, nous sommes une commune agricole. Beaucoup ignorent, depuis que nous avons parlé un peu de l'agriculture. Beaucoup, quand on parle d'Ifani, on ne pense qu'à la contrebande. Oui, c'est impossible de ne pas y penser quand on sait votre voisinage avec le géant qui est là. Notre commune est caractérisée effectivement par les activités informelles et la contrebande. Mais à côté de ça, nous sommes une commune agricole. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de discuter avec les Chinois pour comment valoriser le palmier à huile. Nous sommes aujourd'hui l'une des communes où l'aquaculture est très bien développée. Nous avons un village pratiquement aquacole. Et le ministère est en train de nous accompagner. Nous sommes dans le produit du poisson qui est vendu vers le Nigeria, qui est assez, où le Nigeria vient chercher. Et c'est un grand projet. Et nous discutons avec les Chinois pour voir comment ils peuvent nous aider, parce que c'est des outils rudimentaires que ces producteurs utilisent pour voir comment réduire la pénibilité des travaux, comment valoriser cette filière pour qu'elle soit assez compétitive, pour qu'elle puisse produire des devises pour la commune. Donc nous discutons avec ces partenaires. Nous discutons aussi avec tous les ministères sectoriels
qui pourront nous aider. Parce que qu'est-ce que la décentralisation promet? C'est le développement local et la bonne gouvernance. C'est comment nous allons faire pour pouvoir mettre des infrastructures de base pour notre communauté. Dans ce sens, puisque nous avons réussi à transférer le marché vers son nouveau site, quoique c'est des conditions favorables pour nous aujourd'hui, pour avoir des équipements marchands pour la communauté. Nous avons 15 hectares, alors que là où le marché se trouvait, c'était à peine 1 hectare. Et c'était entre les agglomérations. C'était pas sécurisant, on ne pouvait pas faire un type de marché de type moderne. Donc aujourd'hui, avec la population, avec les élus locaux, nous avons réussi à envoyer ce marché sur le nouveau site. Ce marché a été conçu, c'est depuis 1987 que le site a été identifié. Et la première mandature du conseil communal a fait un effort pour mettre des infrastructures marchandes, pour mettre des boutiques, pour mettre pour mettre des hangars. La deuxième mandature aussi a suivi. Et je remercie au passage tous ces maires qui ont travaillé pour ce marché et qui devient effectif aujourd'hui. Le marché a commencé à être fréquenté. Donc c'est une des conditions favorables pour pouvoir capter des financements à l'intérieur comme à l'extérieur afin de faire valoriser ce marché. Parce qu'il y avait beaucoup de partenaires qui voulaient appuyer ce marché. Mais vous avez mis des infrastructures depuis une dizaine d'années et le marché n'est pas fonctionnel. À quoi bon d'en mettre encore? Donc aujourd'hui, cette situation nous permet de pouvoir attirer beaucoup de partenaires financiers pour venir valoriser ce marché qui existait depuis 2003. Vous brandissez le marché comme un trophée, c'est vrai, c'est un effort qui est fait, mais vous-même vous l'avez dit, la décentralisation, c'est la gouvernance locale, en dehors, et la bonne gestion. En dehors de ce marché-là, qui est votre trophée aujourd'hui, quel est ce plus que la population, les citoyens d'Ifayi ont de leur commune? Oui, comme dans toutes les communes, les pistes rurales ne sont toujours pas praticables à toutes les saisons. Oui, en attendant que l'État, puisque vous comptez tous apparemment sur l'appui de l'État, qu'est-ce que la commune elle fait? Elle n'est pas si autonome? Bon, la commune est autonome, une autonomie budgétaire. Justement. Ouais. Et ici, nous essayons d'entretenir de manière courante ces pistes. Mais une piste que vous avez entretenue en novembre-décembre, après la saison pluvieuse, est-ce que vous êtes sûr que cette piste sera encore en bon état? Non. Quand c'est des pistes secondaires, la capacité financière des mairies, c'est de juste entretenir, faire l'entretien courant de ces pistes. Ces pistes rurales. Et surtout des pistes qui relient les zones de production au centre-ville. Quand les gens produisent dans les villages, il faut qu'ils ramènent ces produits vers le centre-ville. Donc, nous faisons une politique d'entretien courant de ces infrastructures rurales. Parce que nous avons beaucoup de pistes. Et il faut y faire partie des communes où se dépasser est un peu plus difficile. Mais nous faisons un effort. Depuis que nous sommes arrivés, je peux vous dire que depuis que nous sommes là, nous avons déjà entretenu près de 40 à 50 km de pistes rurales. Nous faisons l'entretien régulier. Mais aujourd'hui, celui qui passe sur ces pistes ne pourra pas imaginer qu'il y a 3 ou 4 mois, ces pistes ont été aménagées. Donc nous travaillons beaucoup plus ça parce qu'aujourd'hui, pour développer l'économie, il faut que le transport soit facile. Parce que c'est des gens de difficultés pour pouvoir venir chez vous, dans vos marchés, ou bien pour pouvoir transporter les produits des champs vers les marchés, ça ne marche pas. Donc nous avons opté pour l'entretien régulier de ces pistes que nous essayons de faire. Et je crois que vous pouvez faire un tour dans la commune et demander si c'est fait. Rassurez-vous, on va venir dans votre commune, monsieur Okpeidja. On va parler à présent, dans cette troisième partie de notre entretien, de cette réforme structurelle de la décentralisation annoncée par le gouvernement. Qu'il vous souvienne, l'exécutif, dans son conseil des ministres du 2 juin dernier, a annoncé sa volonté d'améliorer la gouvernance communale en procédant à une réforme structurelle de la décentralisation. Comment avez-vous pris cette information ou cette nouvelle? Moi, je remercie sincèrement le gouvernement, avec
qu'à la tête du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour cette décision. Parce que si nous voulons le développement de notre localité, de notre pays, il faut qu'on parte de la base. Et il est temps, depuis 2003, que les premiers conseils sont installés. Il est temps qu'on s'asseye pour analyser les forces et les faiblesses de la décentralisation. Parce que juste là, les différents mandatures n'ont pas pu satisfaire la population. Et je ne peux pas dire que c'est du fait de leur mauvaise volonté. Parce qu'il faut quand même qu'on s'asseye pour voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut améliorer au niveau de la gestion de nos structures décentralisées. Et c'est ça que le gouvernement a pensé. Moi, j'applaudis ça. J'applaudis. Parce que si on ne réforme pas, on va toujours être là à faire du surplace. Donc moi, j'applaudis cette décision de faire une réforme structurelle au niveau de nos communes. Et ça permettra quand même d'améliorer la performance des communes. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais prendre un exemple. Les administrations étaient trop politisées. Justement. C'est pour séparer la fonction politique de la fonction administrative que cette réforme a été initiée. Pour nous qui sommes acteurs aujourd'hui de la décentralisation, il faut qu'on puisse applaudir cette réforme. Parce que l'applaudir, mais pourquoi vous politisez vos administrations? C'est la question qui se pose, M. Okweïcha. Je ne vais pas condamner ceux qui ont politisé l'administration. Je ne peux pas trop les condamner. Parce qu'il faut quand même s'entourer des gens à qui vous avez confiance. Mais il faut la compétence, la qualité. Il faut aussi la compétence, la qualité. Oui, mais la gestion à la base n'est pas exactement la gestion au niveau central. Dans les petites communes, on se connaît tous. Et c'est facile d'étiqueter toute une famille. Je dis, ça là, ceux-là, c'est les gens du PND, ceux-là, c'est les gens de l'Union Fédération, ceux-là, c'est les gens de BR. Donc c'est une difficulté. Et si le président peut arriver à régler ça, je vous assure, le développement partira vraiment. Le développement, ça est là. C'est maintenant que nous allons voir ça dans les communes. Parce que quand la compétence sera au rendez-vous, je vous assure que nous allons voir les résultats. Moi, c'est une décision que je salue. Si on peut arriver à séparer le poste politique, le poste technique, ça va avancer. Je crois que c'est comme ça que les grandes nations ont évolué. Donc moi, personnellement, je félicite le gouvernement qui a pensé à ça. Ça va permettre aux maires de mieux faire les travaux. Je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, quand nous sommes venus, nous avons vu juste trois cas de conception. Oui, vous avez évoqué cette insuffisance-là. C'est une grande insuffisance. Aujourd'hui, vous voulez élaborer un projet à soumettre à un partenaire et que vous n'avez pas de cadre sur place pour vous faire. Qu'il faut aller chercher des consultants pour faire. C'est des coûts. Alors que difficilement, nous arrivons à régler, par exemple, le fonctionnement de la mairie. Donc si déjà à l'interne, nous avons des cadres compétents pour élaborer des projets, pour pouvoir penser avec le conseil et l'exécutif, je suis sûr que nous allons bouger. Pourquoi c'est vous qui voyez cette utilité-là? C'est vrai que le gouvernement l'a annoncé, mais vos prédécesseurs, eux, ils n'étaient pas, c'est vrai, vous ne pouvez pas parler en leur nom, ils n'étaient pas intéressés par la qualité d'une administration communale assez sérieuse. Est-ce cela pour qu'on en arrive à recruter des gens qui n'ont pas forcément le profil donné? On cherche peut-être, comme vous l'avez dit, dans les petites communes, on se connaît tous, on cherche ses amis, ses frères pour être là, alors qu'il y a un besoin. Qu'est-ce qui explique au fait cet état des lieux? C'est moi ma question, monsieur Okweïcha. Et je crois quand même que c'est le gouvernement, le président. Non, le gouvernement, il a constaté. Oui, que nous allons féliciter. Déjà pour l'installation de cette mandature, pour les réformes qui ont été déjà faites avant l'installation de cette mandature. Les réformes au niveau du système partisan. Aujourd'hui, c'est les partis politiques qui sont formés. Avant, c'était des hommes. C'était des hommes qui étaient puissants, qui arrivaient à se faire élire. Si je me fais élire, je m'entoure de ceux qui m'ont aidé
pour me faire élire. Aujourd'hui, c'est le parti politique qui choisit le maire. Aujourd'hui, c'est le parti politique qui travaille. Et derrière, dans les partis politiques, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait une professionnalisation, pour qu'il y ait des cadres compétents dans chaque parti politique. Donc, c'est plus facile aujourd'hui. Le contexte aujourd'hui est favorable pour qu'on aille à cette réforme. Parce que c'est un peu des individus. Or, les premières mandatures, c'était des individus qui sont fait élire. Et ils étaient puissants, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc, le manque d'encadrement depuis le début était le problème, oui, selon moi. C'est le problème. Mais aujourd'hui, tel que c'est, un maire ne peut plus faire ce qu'il veut. Il a un parti derrière qui l'accompagne. Donc, le contexte est assez favorable aujourd'hui pour qu'on puisse aller à la professionnalisation de nos administrations communales. Et le faisant, je vous rassure que nous allons aller au développement. Parce que dans les communes, il y a des compétences, mais il y a des moments qui ne sont pas valorisés. S'il n'est pas du camp qui est là, c'est pas évident qu'il... C'est normal, non? Non, mais c'est pas normal. Je suis dans le même village que quelqu'un. Non, ce sont les relations. On ne peut pas mettre les relations forcément dans je suis dans le même village qui s'est opposé à moi au cours des élections. Qui a fait tout possible pour que je ne sois pas élu. Bon, là, ça va être un mauvais perdant. Et que j'ai la chance d'être élu. Vous me voyez de le mettre, je ne sais pas le marquer le coup. Vous me voyez de le mettre à côté de moi. Malgré qu'il ait la qualité requise. Mais je vous demande si vous me permettez de le mettre à côté de moi. C'est pas moi qui décide en ce moment. C'est ça la réalité. Donc ceux qui ont fait ça n'ont pas totalement tort. Non, ils ont tort parce qu'ils n'ont pensé peut-être qu'à eux. Ils ont pensé à leur personne, pas à la commune qu'ils envisagent diriger. Ça, c'est une opinion. Si tu es sûr que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu dois faire, ton opposant est déjà au courant à tout moment. Je vous assure. Quel responsable tu es? C'est quoi je dis, je salue ce qui se passe aujourd'hui. Qu'on puisse professionnaliser. Même si c'est ça, le cadre même est un qui s'occupera beaucoup plus de ses charges que d'aller se mettre à faire la politique. Parce qu'il veut maintenir aussi son poste. Parce que celui qui fait ça, qui s'est opposé à moi, il n'a pas totalement tort. Mais il faut qu'il travaille pour se maintenir aussi. Si son patron est maintenu, il est maintenu. Donc, il n'a pas totalement tort. Mais si on peut faire un effort pour aujourd'hui, faire une séparation entre la politique et la technique, je suis sûr que c'est le pays qui va gagner, c'est la population qui va gagner. Donc, moi, je salue cette réforme. Et là, on aura de bons techniciens qui s'occuperont exactement de leur travail et laisseront la politique, pas partisane. Donc, moi, je salue sincèrement cette réforme. Oui, justement, cette réforme structurelle a évoqué les difficultés dans la mobilisation des ressources propres aux communes. Donc, vous connaissez les difficultés dans la mobilisation des ressources qui empiètent justement sur la planification budgétaire. Est-ce le problème, vous l'avez constaté aussi? Absolument. Oui, tout à fait. Ce problème existe réellement. Mais si vous ne mobilisez pas, comment vous pouvez réaliser, mettre en œuvre des projets? Vous n'avez pas les ressources qu'il faut. Comment vous pouvez mettre en œuvre des projets? Il y a des projets qui demandent, par exemple, trouver 10 millions, on va vous amener à 80 millions. Mais vous n'avez pas pu mobiliser les 10 millions. Ça veut dire que vous ne pouvez pas capter d'autres financements. C'est pourquoi on se dit, il faut qu'on centralise nos efforts d'abord sur nous-mêmes, sur la compétence de nos cadres à la mairie, sur les efforts que nous devons faire pour améliorer la mobilisation des ressources propres. Quand c'est bien amélioré, je vous rassure, c'est facile de capter beaucoup de financements. Mais si on doit toujours se reposer sur des financements qui viennent de l'extérieur, on ne va pas évoluer. Donc, c'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est le plus grand défi pour tous les maires, de mobiliser les ressources à l'intérieur. Il est vrai, nous dormons sur des mines d'or. Je ne peux pas vous dire que notre commune n'est pas riche, que la commune d'Ifa n'est pas riche. Et presque toutes les communes du Bénin ont quand même des richesses. Mais si nous arrivons à capitaliser tout ça, à travailler sur la mobilisation de ces ressources, je vous assure, le développement, dans quelques années, nous allons quand même sortir la tête de l'eau. Si nous ne mobilisons pas, personne ne va nous aider. D'abord, travaillons nous-mêmes. Nous avons des ressources à côté et nous laissons pour aller
en Chine pour aller en France chercher des ressources. Ça ne nous arrange pas. Mais si nous travaillons bien, et nous maîtrisons nos ressources, je vous assure, nous pouvons même se passer même de certains partenaires. Et moi, je dis, nous sommes dans cette dynamique, nous sommes en train de réfléchir pour voir quelles sont les stratégies à utiliser pour la mobilisation des ressources. Et beaucoup de séances sont en train d'être faites. Juste là, nous avons une politique de mobilisation des ressources qui a été élaborée avec l'aide des partenaires allemands pour mobiliser sur un plan d'action sur 3 ans pour pouvoir faciliter la mobilisation des ressources. Et si on le fait, et que nous avons nous-mêmes des ressources, nos projets pourront être mis en œuvre facilement à la satisfaction de la population. Et là aussi, c'est le lieu de dire aussi à la population d'accompagner. Parce qu'on croit que quand les maires, c'est fini, c'est lui seul. Il y a des leaders non élus qui peuvent travailler, il y a des gens qui ont des compétences dans plusieurs domaines qui peuvent nous aider pour que nous puissions mobiliser les ressources et mieux gérer ces ressources. Parce que quand nous mobilisons, le défi maintenant qui reste, c'est de mieux gérer les ressources. Mais quand nous gérons mieux nos ressources, nous serons crédibles et les gens peuvent nous venir en aide. Qu'est-ce que vous attendez de l'issue de cette réforme-là? Alors, vous avez applaudi la réforme, elle est venue à point nommé. Qu'est-ce que vous attendez à la fin? Moi, et pour ma part, c'est de pouvoir aller à la professionnalisation de l'administration locale. C'est de pouvoir permettre qu'on puisse mettre des cadres qualifiés au service des communes. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai souligné depuis le début, nous n'avons pas de compétences. Alors qu'aujourd'hui, la mairie est responsable de tout. Quand on vient, on dit non, la mairie doit faire ceci, la mairie doit faire ça. Mais les compétences ne sont pas là. Nous n'avons pas d'abord les ressources. Nous n'avons pas les ressources humaines. C'est difficile. Donc, moi, qu'à l'issue de cette réforme, qu'on puisse vraiment toiletter l'administration communale et mettre à la disposition des communes, des cadres de conception, des personnes vraiment assez compétentes pour aider les maires. Et que ces cadres soient bien compétents et bien motivés pour pouvoir atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Donc c'est ce que moi j'attends. D'accord. Spécifiquement de cette réforme. D'accord. Monsieur Okoïdja, avant de finir, on va dire un mot sur votre double casquette. Vous êtes le président de la communauté des communes du plateau depuis quelques mois. À quoi sert justement cette organisation-là? Oui, et merci madame la journaliste. Effectivement, depuis le 1er septembre 2020, je suis élu par mes pairs, président de la communauté des communes du plateau. La communauté des communes du plateau, c'est une organisation créée depuis 2005 par nos aînés pour pouvoir se mettre ensemble et mutualiser les efforts. Parce que les mairies ou les communes qui se retrouvent dans la même géographie ont souvent des problèmes communs et qui ne pourront pas régler individuellement. Donc c'est tout bon de se mettre par exemple ensemble pour réfléchir. C'est pour ça que ce cadre a été mis en place depuis 2005 et ça a fonctionné jusqu'à présent. Donc aujourd'hui par exemple, avec l'appui de l'Union européenne, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet sur la mobilisation des ressources, qui est un problème commun à toutes les 5 communes. La mobilisation des ressources est revenue. C'est revenu. Parce qu'aujourd'hui, si l'État se désengage aujourd'hui, je vous assure, beaucoup de communes ne pourront fonctionner. Si le finalement, à quoi servent les communes? Ça, ce sera la question. Oui. À quoi nous servent finalement les communes? À nous délivrer les actes de naissance. Mais encore que, actes de naissance, aujourd'hui, c'est la NIP qui s'en occupe. Exactement. À nous légaliser alors nos papiers. Est-ce que c'est cela? Oui, mais... Vous l'avez avoué, si l'État se désengage, effectivement, le constat, il est là, vous n'inventez rien du tout. C'est clair. Mais nous pouvons quand même relever ce défi. C'est pourquoi, je vous rappelle, tous les maires, si vous les interrogez aujourd'hui, le grand défi, c'est la mobilisation des ressources propres. Et nous sommes, comme je l'ai dit, toutes les communes au Bénin sont assises sur des mines d'or. Et nous dormons là-dessus. C'est la même chose à Ifani. Nous avons beaucoup de ressources que nous pouvons valoriser. Et en valorisant ces ressources, nous n'allons plus nous plaindre des problèmes de ressources.
Mais pour valoriser ces ressources, il faut des personnes. Il faut des moyens pour valoriser ces ressources. Donc c'est pourquoi, avec l'appui de l'Union européenne, comme je l'avais dit, il y a d'être mis un projet pour améliorer la mobilisation des ressources propres de nos 5 communes. Et à la fin, le produit qui doit sortir de là, c'est le guichet unique. Parce qu'en dehors de nous qui avons eu le projet de guichet unique avec le projet PACOL de l'ANCB, les autres communes n'ont pas le guichet unique. Donc, à la fin de ce projet, on doit pouvoir installer le guichet unique dans toutes les communes, qui permettra de sécuriser les ressources propres de nos communes. Les ressources engagées, d'accord. Et ça permet aux maires de prendre des décisions. Nos aînés avaient des difficultés. Moi, tous les soirs, je peux avoir les points de toutes les ressources propres que nous avons encaissées dans la commune, grâce au guichet unique. Ça me permet de poser des questions. Ici, là, pourquoi il y a baisse à ce niveau par rapport à hier? C'est un outil de prise de décision. Mais quand vous n'avez pas l'information, quelle décision vous pouvez prendre? S'il faut attendre 3 mois avant d'avoir un point, ça va être difficile. Donc, à l'issue de ce projet, on pourra mettre en place dans toutes les communes le guichet unique. On doit aussi pouvoir permettre de mettre en place un système d'information sur le foncier urbain. D'accord. Parce que les ressources qui viennent à la mairie, c'est beaucoup plus des affaires domaniales. D'accord. Donc, ça pourra nous permettre de sécuriser les terres recasées dans nos villes et permettre de prélever les impôts sur ces domaines. Alors que c'est des domaines qui échappent à presque toutes les communes. Ensemble, nous avons fait une visite d'échange dans la commune de Lokossa, où le guichet unique et le système, le SIFU, sont mis en œuvre depuis un moment, et qui a permis à cette commune de pouvoir améliorer la mobilisation de ses ressources propres. Donc les 5 maires avec le préfet ont fait une visite d'échange en avril pour apprendre de leur expérience afin de mettre ça en œuvre dans nos communes respectives. D'accord. Donc avec ça peut nous... Il y a la question de gestion des déchets. Une seule commune ne pourra pas faire face. Donc c'est des questions sur lesquelles nous discutons. La question du changement climatique, avec certains partenaires français avec qui nous discutons, nous sommes en train de discuter pour voir comment nous pouvons faire atténuer les effets du changement climatique dans notre département. Parce que tout le monde vit les effets du changement climatique. Absolument. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur ça, pour voir aussi la gestion de l'énergie, les énergies renouvelables. Parce qu'on est sûr que tous les villages ne pourront pas avoir l'énergie conventionnelle. Et malheureusement, M. Okwecha, on ne pourra pas tout citer également sur ce plateau, puisque nous sommes pris maintenant par le temps. Franck Okwecha, maire d'Ifani, élu sur la liste de l'Union progressiste. Nous allons partir. Bon, merci beaucoup et je tiens sincèrement à vous remercier pour nous avoir permis d'échanger avec vous sur d'abord les problèmes qui minent et les différentes communes et spécifiquement la commune d'Ifani, les problèmes de la population. C'est un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Je tiens à remercier toute la population d'Ifani et tous ceux qui nous ont aidés à être là, tous ceux qui nous assistent, tous ceux qui nous soutiennent aujourd'hui pour que les défis que nous sommes lancés soient réalisés. Nous venons de faire 1 an, nous avons encore 5 ans devant nous. Et je crois que c'est un défi de faire un effort pour que notre commune puisse sortir de l'ornière. Bon, le défi là tout de suite, hein, c'est de tout faire pour que les jeunes retournent à leur terre, hein, monsieur Okwecha. C'est plus que ça. Pour sécuriser. Il y a plus que ça. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres choses, madame. Oui, j'ai dit là tout de suite. Il ne peut qu'avoir plusieurs choses. On ne peut pas avoir un seul défi. Vous en aurez plusieurs. Je suis d'accord. Il faut travailler à cette sensibilisation des jeunes là, pour qu'ils retournent à leur terre. Pour que leurs parents, j'allais dire, ne vendent pas toutes les terres. Absolument. Je crois que c'est pas seulement le rôle de la mairie seulement, c'est le rôle de toutes les ONG, de toutes les associations de développement, pour qu'on puisse empêcher cette liquidation de nos terres à des gens qui ne veulent pas s'investir dans l'agriculture. Mais je crois que l'État a continué ça aujourd'hui, parce que quand vous achetez un domaine de plus de 2 hectares,
ça doit passer par le conseil. Et on doit avoir un projet de développement agricole que vous voulez initier dans notre commune avant que le maire n'affirme votre document foncier. Donc nous saluons ce gouvernement pour ça. Ça fait qu'aujourd'hui c'est difficile de brader des terres de grandes étendues. Vous devez passer par le conseil. Le maire ne peut pas seul signer. C'est le conseil qui étudie pour voir est-ce que ce projet est rentable, est-ce que ce projet est valorisant pour notre un plus à la commune. Donc ce n'est qu'après ça que vous pouvez avoir vos documents fonciers. Donc j'appelle la population à nous soutenir pour que les défis soient atteints. Parce qu'on ne peut pas faire ça sans eux. C'est la population qui nous accompagne. Nous sommes là, nous avons été choisis par la population et qui nous accompagne pour que les défis, et les grands défis, les défis sont nombreux, on ne pourra pas avoir le temps de tout citer ici. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Franck Kweicha, maire de la commune d'Ifani. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est tout pour cet entretien. On se retrouve juste derrière avec l'équipe pour le débrief de cet entretien tout à l'heure.